Bienvenue dans ce deuxième thème de notre programme d'histoire de sixième, intitulé Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. Ce thème sera divisé en 3 parties, dont la problématique principale sera quelle est la place de la religion dans le monde méditerranéen au premier millénaire avant Jésus-Christ. Entrons dans notre première partie, à savoir le monde des cités grecques. La problématique de cette partie sera la suivante. Qu'est-ce qui unit les Grecs? Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs sont divisés en un grand nombre de cités indépendantes. Une cité est un petit État indépendant qui exerce son autorité sur une ville et la campagne qui l'entoure. Rappelez-vous la définition de cité-État que vous aviez vue dans le chapitre précédent. Les Grecs sont à l'origine présents sur les côtes méditerranéennes, mais principalement la Grèce et l'Asie mineure. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, des colonies, c'est-à-dire des cités hors de la Grèce, sont fondées tout autour de la Méditerranée. C'est le cas de Marseille, ville fondée par les Phocéens. Chaque Grec vit dans une cité. Il possède son propre régime politique, sa propre monnaie, ses lois et sa propre armée. Cependant, les cités s'affrontent souvent entre elles pour la domination du monde grec. C'est notamment le cas de la cité d'Athènes et de Sparte, qui au 5e siècle, lors des guerres que l'on appellera les guerres du Péloponnèse, vont s'affronter dans une bataille qui verra la victoire de Sparte. Vous avez ici une carte présentant les deux cités et leurs alliés durant cette guerre. Les Grecs sont cependant unis par un certain nombre de choses, la langue, l'écriture. Ils apprennent notamment à lire et à écrire avec les poèmes d'Homère, qui racontent, selon eux, une histoire commune. Il s'agit notamment de l'Iliade et de l'Odyssée. Ils partagent le même mode de vie. Les Grecs sont polythéistes. Ils croient donc en l'existence de plusieurs dieux et des héros comme Héraclès. Les mythes racontent leurs exploits. Ils construisent des temples, font des sacrifices, des offrandes et organisent des jeux en l'honneur des dieux. Certains sanctuaires sont dits panhelléniques car ils accueillent des Grecs de différentes cités. C'est le cas du sanctuaire d'Olympie lors des Jeux olympiques ou de Delphes consacré à Apollon. Au 5e siècle, la cité d'Athènes se dote d'un gouvernement original, la démocratie, qui vient du grec démos kratos, qui signifie le pouvoir au peuple. Cette démocratie est dirigée par les citoyens, qui deviennent alors magistrats, comme ce fut le cas de Périclès, qui dirigea la ville au 5e siècle. Seuls les citoyens participent au gouvernement de la cité. Ils sont regroupés dans des assemblées, appelées l'ecclésia, qui regroupent donc tous les citoyens. Ils votent les lois, décident de la guerre ou votent l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion d'un membre de la communauté des citoyens. Ils peuvent être également tirés au sort pour faire partie de l'élié, à savoir le tribunal de la cité, ou encore de la boulée, celle qui va préparer les lois. Tous les citoyens peuvent s'exprimer librement et voter. Cependant, les citoyens ont des devoirs. Ils doivent obéir aux lois, combattre pour la cité, participer aux fêtes religieuses. Cette démocratie reste cependant très incomplète puisqu'elle ne concerne en réalité qu'une toute petite partie de la population, les citoyens qui représentent 10% de cette population, puisque les femmes, les esclaves et les métèques, à savoir les étrangers, en sont exclus. Seconde partie, Rome du mythe à l'histoire. Dans cette partie, nous répondrons à la double problématique. En quoi l'archéologie confirme les légendes de la fondation de Rome et comment le mythe de la fondation de Rome lui permet d'établir sa domination. Pour expliquer les origines de leur cité, les Romains utilisent des mythes. Le mythe sur les origines de Rome, que nous avons vu en classe, est d'abord transmis par oral, puis par les livres de Virgile et de Tite-Live au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces mythes font des Romains les descendants des Troyens,
Ainsi, Énée, prince de Troie, aurait fui sa cité, serait arrivé en Italie où il serait devenu le roi des Latins. Rome aurait alors été fondée par un de ses descendants, Romulus, en 753 avant Jésus-Christ. L'archéologie a permis de prouver une occupation plus ancienne du site de Rome. Des traces de cabanes datant du 8e siècle avant Jésus-Christ sur la colline du Palatin, vous voyez ici, prouvent la présence d'un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs sur les bords du Tibre, ce fleuve qui traverse la ville. Les archéologues ont aussi retrouvé des vestiges de l'époque étrusque. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques font la conquête de Rome, établissent des rois et construisent des bâtiments comme un égout ou une muraille. En 509 avant Jésus-Christ, les Romains fondent la République, gouvernement exercé par des magistrats élus par les citoyens. Rome conquiert alors le bassin méditerranéen entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Rome est alors la capitale d'un empire qui s'étend de la Gaule à l'Égypte. En 27 avant Jésus-Christ, Auguste met fin à la République et crée l'Empire. À noter que Jules César meurt avant l'apparition de l'Empire, il n'est donc pas empereur. À partir du 1er siècle, le mythe de la fondation de Rome par Romulus est utilisé par les dirigeants romains pour justifier leur pouvoir. Ainsi, Jules César se sert du mythe à travers une généalogie inventée, des pièces de monnaie ou la construction du forum romain. Nous pouvons voir ici, sur l'arbre généalogique, que Jules César se dit descendant d'Ascagne, et donc d'Énée, lui-même descendant de Vénus. Il serait donc un lointain parent de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, ce qui justifie sa domination sur la ville. Les Romains utilisent aussi les mythes pour justifier leur conquête, en se disant fils de Mars, dieu de la guerre. Nous voici dans notre dernière partie de la leçon. Il s'agit de la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. La problématique à laquelle nous tâcherons de répondre est la suivante. Quand et dans quel contexte a lieu la naissance du monothéisme juif? À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux sont organisés en deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ils sont entourés par des peuples polythéistes qui vont les envahir successivement. Les Assyriens, représentés en vert ici, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Craignant de perdre leur identité, les Hébreux commencent à mettre leurs croyances par écrit entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ dans la Torah, ou Bible hébraïque. C'est la naissance du judaïsme, une des premières religions monothéistes. Le judaïsme est développé dans un livre sacré, la Bible hébraïque, qui raconte le parcours du peuple hébreu mêlé à des croyances. Elle relate l'alliance des Hébreux avec Yahvé, leur Dieu, par l'intermédiaire de prophètes. Les Juifs doivent respecter les 10 commandements et d'autres règles qui concernent aussi bien le culte, la morale que les aspects de la vie quotidienne. Le centre religieux des Juifs est le temple de Jérusalem. Le samedi, c'est le Shabbat, journée consacrée à Dieu, où tout travail est interdit. L'année est ponctuée de fêtes religieuses qui rappellent presque tous les grands moments de l'histoire du peuple hébreu. La conquête de Jérusalem et la destruction du premier temple par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ provoquent l'exil de nombreux Juifs. C'est la naissance de la diaspora, c'est-à-dire la dispersion. À leur retour à Jérusalem, ils construisent un second temple. Des révoltes éclatent contre la domination romaine. Les troupes romaines détruisent alors ce second temple de Jérusalem en 70. Les Juifs se dispersent alors tout autour de la Méditerranée. Hors de la Palestine, les communautés se rassemblent et pratiquent le culte dans des synagogues, sous l'autorité de chefs religieux, les rabbins. Nous avons donc terminé cette présentation de ce grand thème. N'hésitez pas à revenir aussi souvent que nécessaire voir les différentes parties au fur et à mesure de notre évolution dans notre chapitre. Et surtout, n'oubliez pas le WhoFlash.